Le premier, on a parlé donc la distinction société inclusive préoccupée de l'exister, c'est-à-dire la prise en compte pas simplement des besoins, mais aussi des désirs. La deuxième, toute la question de la remise en cause de l'élargissement des vies. C'est difficile, parce que tout le système médiatique est basé là-dessus. L'affichage de la puissance, c'est compliqué. C'est de la contre-culture. Le troisième, je ne me souviens pas, c'est la notion d'équité. Et non pas égalitarisme. Le quatrième, c'est toute la question de la norme. Et enfin, le dernier, ça nous conduit à aborder la notion de patrimoine commun, qu'il soit humain ou qu'il soit social. Je le formule de cette façon: nul n'a l'exclusivité du patrimoine humain et social. Nul n'a l'exclusivité du patrimoine humain et social. Vous le savez, il ne suffit pas de vivre sur un même territoire, dans un pays, pour appartenir à sa communauté. Il ne suffit pas d'être là pour appartenir à une communauté. Ce qui nous donne le sentiment d'appartenir à une communauté, c'est de pouvoir en partager le patrimoine. Le patrimoine éducatif, professionnel, culturel, communicationnel. Or, vous le savez aussi, il y a des étrangers, des populations isolées ou nomades, des minorités linguistiques et culturelles, des membres de groupes marginalisés ou défavorisés, et souvent des personnes en situation de handicap qui ne bénéficient pas de ce plein droit sur le patrimoine commun. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure à travers le rapport national. Alors ces privations de patrimoine, elles prennent différentes allures. J'en vois trois. Dans la plus extrême, à l'échelle du monde, les personnes en situation de handicap sont mises de façon radicale au banc de leur communauté d'appartenance. Malheureusement, c'est vrai encore dans nombre de pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a une croyance que ces personnes sont autres, qu'elles sont improductives, qu'elles ne servent à rien, et qu'il faut donc les condamner à une sorte de huis clos, à part, ailleurs. Et c'est tout à fait vrai, malheureusement, dans nombre de pays du monde. On fait d'elles des êtres finalement sans place dans la société. Elles sont maintenues dans une sorte d'arrière-monde, une sorte d'espace blanc que les sociétés traditionnelles associées à l'abandon et à la mort même. On ne les voit plus. Dans un autre cas de figure, les personnes en situation de handicap sont orientées vers des sortes de lieux limitrophes, dans des structures dédiées. Elles vivent entre parenthèses. Et dans beaucoup de cultures, il y a cette tentation de les placer dans des lieux spéciaux, sous la responsabilité de spécialistes ou de spécialisés. Elles sont tenues, à une certaine distance de l'espace commun, de l'espace des autres. Elles n'en sont que des visiteurs épisodiques. De temps en temps, on les voit. Aux spécialistes et aux spécialisés de les accompagner sur des voies intermédiaires. Vous voyez, c'est un peu ce qui nous menace, quelquefois, ce qui nous a menacé peut-être plus fort que maintenant, dans le modèle culturel avec deux voies. Une voie éducation nationale et une voie médico-sociale. Et ces voies qui étaient faites pour se conjuguer, pour s'enchevêtrer, se sont filialisées. Et maintenant, c'est beaucoup moins vrai. Mais pendant longtemps, ce que faisaient les uns, les autres ne le considéraient pas. Ou ça ne les intéressait pas. Ils se disaient, il s'est trompé de voie, il faut changer de voie. C'est les spécialisés. Dans l'éducation nationale, ça existe encore. C'est-à-dire du style, un enseignant reçoit un enfant en situation de handicap dans sa classe, là aussi il y a une confusion des fonctions. Il se dit, mais il y a ce qu'on appelait un auxiliaire de vie scolaire, ça s'appelle maintenant un accompagnant de vie scolaire, non ?
Comment? C'est ça, AESH. Je dis, bon, c'est à lui, mais oui, cet accompagnant n'est pas pédagogue, c'est lui qui a la responsabilité de la classe, c'est bien l'enseignant. Alors en Italie, c'est la même dérive. Vous savez qu'en Italie, ils ont mis en place des maîtres de soutien. C'est-à-dire, quand il y a 2 enfants, il y a un maître de soutien, 2 enfants en situation de handicap, un maître de soutien dans la classe. Et d'après ce que me disait la dernière évaluation, montrait que les enseignants qui s'appellent curriculaires, c'est-à-dire ordinaires, avaient tendance à dire, puisqu'il y a des enseignants de soutien, moi je ne m'occupais pas de l'enfant en situation de handicap, c'est leur boulot. Vous voyez, aux spécialistes de s'en occuper. Et le troisième mise à l'écart, le mode de mise à l'écart, c'est que les personnes, si elles ne sont pas directement ou indirectement maintenues au dehors de la société, elles connaissent une sorte d'exil à l'intérieur. Et ça, c'est souvent douloureux, l'exil à l'intérieur. Vous n'êtes pas dehors, vous êtes là, mais vous n'êtes pas considérés. On les accepte sans toutefois les considérer comme des acteurs sociaux dignes de participer à la vie de la cité. Elles sont là sans être tout à fait là. Il y a, comment dire, des sortes de lignes de démarcation qui les placent en retrait du mouvement général. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on a dit entre le vivre et l'exister. Et quelqu'un qui a beaucoup travaillé ces phénomènes de mise à l'écart, qui traversent l'histoire des hommes, et le grand récit de l'humanité, de l'Antiquité gréco-romaine jusqu'à nos jours, eh bien, c'est Michel Foucault, que vous connaissez bien, qui a écrit Histoire de la folie et l'âge classique, à partir donc de données économiques, médicales, artistiques ou sociales, et qui a montré ces phénomènes. Alors, cette question du patrimoine commun m'amène à formuler un certain nombre de remarques. Je les énoncerai comme ceci. Et pour moi, elles sont fondamentales. C'est ce qui tient l'édifice. Une société, la nôtre, puis les autres aussi, ne peut se concevoir comme un club dont des membres qui se disent normaux pourraient s'accaparer l'héritage à leur profit pour en jouir de manière exclusive et justifier un ordre qu'ils définissent eux-mêmes. Une société n'est pas un club. Ça ne fonctionne pas comme ça. Une société, c'est un patrimoine commun qui appartient à tous et à chacun. Où est-il écrit qu'une personne qui porte une blessure en advenant à la vie est privée de ce patrimoine? Où est-ce écrit? C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. C'est nous qui le faisons fonctionner comme ça. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin de nous demander la permission d'entrer, de profiter du patrimoine. Par naissance, ils sont propriétaires, comme nous le sommes, de ce patrimoine. Une société n'est pas un cercle qui serait là aussi réservé à des affiliés, sous prétexte que eux, ils sont normaux, et que la normalité, c'est une souveraineté. La normalité, c'est pas une souveraineté. Une société, c'est pas un cénacle où les hommes pourraient dire aux autres « Tu es venu au monde, mais tu es quand même interdit d'en faire partie. Et tu aurais les mêmes droits que moi si tu étais comme moi. » Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Dans une société, il n'y a pas de carte de membre à acquérir. Il n'y a pas de droit d'entrée à acquérir. Ce ne marche pas comme ça. Il n'y a donc pas de débiteur et il n'y a pas de créancier. Quand un prof accueille un enfant en situation de handicap dans une classe, il dit « Je suis bien sympa de l'accueillir. » Mais tu n'es pas sympa. Tu es tout sauf sympa. C'est l'école de la République. C'est un patrimoine commun. Donc, il n'y a pas de débiteur, il n'y a pas de créancier. J'ai écrit ça un jour, j'avais été très ému par une rencontre autour de la parentalité. J'ai intervenu, j'ai fait une conférence sur la question des parents d'enfants handicapés. Une maman me disait « Moi, je me sens toujours redevable. Mais je suis fatigué, je me sens toujours redevable. Merci, monsieur le directeur, d'avoir pris mon enfant. Merci. » J'ai dit « Madame, vous ne devez rien à personne. L'école n'est à vous.
elle est à votre enfant, autant que les parents qui ont eu la chance d'avoir des enfants qui vont bien. Vous n'avez à remercier personne. Et j'ai posé sur papier, il n'y a pas de créditeur, il n'y a pas de créancier. Donc les gens n'ont pas à le remercier. Chaque être humain qui advienne au monde, blessé ou pas, est héritier de ce qu'une société a de meilleur et de plus noble. Tirez-en la conclusion vous-même. C'est-à-dire qu'aucun d'entre nous n'a l'apanage de prêter, de donner ou de refuser ce qui appartient à tous. Donc c'est pas un merci. Ils n'ont pas à dire merci. Quand on y réfléchit de manière simple, quand on est, il y a un patrimoine social vertical qui vient de ceux qui nous ont précédés, ce qu'on appelle les devanciers, et qui compose les biens communs. Et c'est un patrimoine indivisible. Pendant notre temps de passage, on continue à tisser, à enrichir ce patrimoine qui sera facile. Donc, les biens sociaux, l'ensemble des biens sociaux, que ce soit la ville, que ce soit les transports, les espaces citoyens, l'école, etc., les cinémas, le sport, les loisirs, le savoir, c'est un patrimoine commun. Eh bien, c'est bien un capital collectif. Donc, aucune des parts de ce patrimoine ne peut être l'exclusive des majoritaires. Ne peut être l'exclusive des majoritaires sous prétexte que la naissance ou la vie les ont préservés du handicap au détriment de minoritaires qui, eux, pourraient se contenter de quelques miettes. C'est cela qu'il faut complètement bousculer. Si on est d'accord avec ce constat, il faut complètement bousculer. Non pas sous la forme d'exercitation morale, je l'ai dit, ça ne marche pas, mais sous la forme d'un constat de droit. Un constat de droit qu'on sorte résolument de la compassion ou de la charité qui a marqué les premiers pas de la chrétienne. Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas rien contre la charité. Mais ce n'est pas la base d'une relation, la charité. Ce n'est pas la base d'une relation. Et on sait bien qu'écarter des biens communs, quand vous êtes obligé de demander, s'il vous plaît, est-ce que je peux profiter de ça? Eh bien, quand on est écarté des biens communs, on peut vivre ou survivre, mais on ne se sent plus exister. On ne se sent plus exister. Alors l'idée de société inclusive tourne le dos à toutes ces formes de captation, qui finalement accroît de fait le nombre de personnes empêchées de bénéficier, sur la base d'une égalité avec les autres, des moyens d'apprendre, de communiquer, de se cultiver, de travailler, de créer, de faire œuvre. De faire œuvre. Parce que vous le savez très bien, pour le vivre aussi, être désœuvré, c'est le pire aussi qui peut nous arriver. C'est-à-dire, on ne sait plus à quoi on sert, à quoi on est utile, et on se sent des inutiles. Donc, cette question du patrimoine commun est là, est centrale. Si on veut bien dessiller les yeux, de la petite enfance jusqu'au grand âge, les exemples abondent de faveurs manifestes consenties aux uns sans être reconnues pour les autres. Et c'est vrai, je vais vous prendre des exemples. J'ai été responsable d'une enquête nationale qui a été faite par je ne sais pas si vous l'avez vu, par la plateforme Grandir Ensemble il y a quelques années, sur la question de l'accès aux structures petite enfance, vous savez, crèche, garderie, lieu de vacances, lieu de loisirs. Qu'est-ce qu'on a constaté? Quand il y a 5 demandes de parents, d'enfants en situation de handicap, une seule offre. Qu'est-ce qu'on répond? On dit non, on n'est pas préparé, c'est pas prévu pour, au personnel, etc. Voilà, privation du patrimoine commun. On peut quand même s'accorder là-dessus si on revient sur la notion d'équité. Est-ce qu'on reconnaît que ce sont des parents qui en ont besoin? Oui, ils en ont besoin. Ils sont quelquefois éreintés par des nuits de veille, des journées d'accompagnement, ils voudraient prendre un week-end de repos, confier l'enfant à des lieux préparés pour le recevoir, simplement une offre. Privation du patrimoine commun. Voilà. Donc je crois qu'il y a là un autre regard sur cette société. Prendre un exemple moi, qui m'est arrivé personnellement, Lucie, une jeune femme qui est en master chez nous, un jour vient me voir et puis elle me dit, moi je suis privée de 6 enseignements. Elle est très volontaire. Lucie est en fauteuil roulant, elle a une maladie en plus qui renvoie à des grandes fatigues, mais elle est très vive et elle a besoin vraiment, elle a envie d'arriver, etc. Et je lui dis, mais comment se fait-il, Lucie, que vous êtes privée de cours? On ne peut pas rentrer dans les salles. Privation du patrimoine commun.
exclusivité dans une université qui est largement patrimoniale, publique. Évidemment, il faut corriger cela. Donc, cette question du patrimoine commun, elle est essentielle. Moi, du coup, je me suis fait une grille et d'ailleurs, elle a été proposée, il va y avoir un article qui va sortir, mais qui n'est pas réalisé par moi. On a transmis ces 5 piliers, et on a demandé à des enseignants de l'éducation nationale, le texte est en préparation, c'est sorti d'ici un an à peu près, de voir si, comment ça fonctionne dans les établissements scolaires, à partir de cette grille. Débusquer les exclusivités. Vous allez au ciné, par exemple, ça m'est arrivé, ça vous arrive. Il y a 6 fauteuils qui peuvent entrer, le 7e, on dit non, vous ne pouvez pas entrer pour avoir une sécurité. Alors, il y a des personnes qui ont besoin de se détendre, de passer une soirée sympa, comme on a envie de le faire soi-même, et qui ne peuvent pas. Je disais tout à l'heure,